Commencer un débat que j'ai très hâte d'entendre. Les femmes ont-elles peur de la droite? Alors, au nombre de femmes que j'ai vues ici, je présume que la réponse est non, mais quand même, ne présumons de rien. Sophie Durocher animera cette, c'est pas un débat, c'est une discussion, hein, plus un panel de discussion. Elle sera fort bien accompagnée également par Brigitte Pellerin et Lise Ravary. Voilà. Alors, mesdames, si vous voulez bien prendre place, qu'on les accueille chaleureusement. Ce débat-là sera fort intéressant. Y a-t-il qu'un seul micro? Quoi? Il n'y a qu'un seul micro. Est-ce qu'on a d'autres micros sans fil? Non, c'est le seul qu'on a. Eh boy! 3 femmes sur un seul micro. Wow. Le crêpage de chignon va commencer bientôt. Bon, ben je m'éloigne. C'est un cliché. Alors, bonjour. Merci d'être là pour cette discussion sur les femmes et la droite. Je voudrais juste commencer en remerciant du fond du cœur Joanne Marcotte de m'avoir demandé de participer à la discussion d'aujourd'hui avec des grandes pointures comme Lise et Brigitte. Et je veux dire publiquement aujourd'hui toute l'admiration que j'ai pour Joanne Marcotte depuis qu'elle a, à la sueur de son front et avec tout le courage qu'on lui connaît, fait son documentaire où elle remettait en question le sacro-saint modèle québécois. Depuis ce temps-là, je lui voue une admiration sans borne. C'est une femme qui a le courage de ses opinions et qui a le courage surtout de les défendre dans un milieu où on a tendance à penser toujours en banc de poissons avec tout le monde qui s'en va dans la même direction. Elle va contre le vent et donc je la salue bien bas. Alors, je savais que vous seriez d'accord avec moi. Alors, l'année dernière, Joanne me racontait que l'année dernière, elle avait fait un sondage au sein des membres du RLQ et le sondage est revenu pour montrer que seulement 15% des membres du RLQ étaient des femmes. Et Lise m'informait que tout récemment, il y avait un sondage Léger Marketing auprès des Québécois où on apprenait que seulement 17% des Québécois se disaient de droite. Alors, 15% de 17%, ça ne fait pas grand monde à la messe. Donc, très peu de femmes se disent ouvertement favorables aux idées de la droite. La question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi? Et on se le pose donc en compagnie de Lise Ravary. Lise, donc femme d'opinion, femme de courage, qui est blogueuse, chroniqueuse au Journal de Montréal, qui a été très longtemps dans le domaine des magazines et qui vient de publier un livre qui s'intitule « Pourquoi moi ?» Et tu es d'ailleurs ce soir à Tout le monde en parle, alors je vous encourage tous à écouter La Société d'État ce soir, nos taxes à l'œuvre. Et donc, Lise, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Brigitte Pellerin, journaliste à Sun News. Et Brigitte, tu as publié 2 livres, Épître au Tartampion, petit pied de nez aux révolutionnaires de salon. J'adore le titre. Et également un autre livre dont j'aime beaucoup le titre, Le national-syndicalisme. Donc, toi aussi, femme d'opinion et femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Alors, mesdames, commençons tout de suite ce débat. Les chiffres, je les ai donnés tout à l'heure. Donc, 15% seulement des membres du RLQ qui sont des femmes. On sait que peu de gens au Québec se disent publiquement à droite, donc très peu de femmes aussi là. Pourquoi? De quoi ont-elles peur, les femmes, Lise? Peut-être qu'il faudrait renverser la question et se dire, est-ce que la droite a peur des femmes? Oh. Quelques pistes de réflexion. Vous connaissez sans doute le chroniqueur canadien David Frum, qui a travaillé beaucoup auprès de l'administration Bush et qui récemment écrivait ceci au sujet des femmes et de la droite. Il disait c'est que les femmes passent assez de temps dans leur vie à s'occuper de bambins que c'est pour ça qu'elles n'ont pas envie de se joindre à des mouvements de droite. Alors, venant d'un gars de droite, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Pourquoi les femmes ont peur de la droite? Moi, je pense que les femmes, comme tout le monde, tous les êtres humains, ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Et les femmes, à mon avis, sont des êtres... puis encore là, il faut faire attention. Peut-être un caveat, comme on dit en anglais, avant de commencer. Moi, je ne crois pas à la femme
parfaite et à l'homme maudit. Hein? Les femmes, ce sont toutes des saintes, des mères Teresa, des êtres de lumière, de bonté, de générosité, de partage en toutes circonstances, alors que les hommes sont tous le contraire. Ça, là, moi, je mange pas du tout à cet âge-là. Les femmes ont des défauts comme tout le monde. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. On est-tu d'accord là-dessus? Oui. Hein? Bon. Et comme tout le monde, on craint ce qu'on ne connaît pas. Le débat du côté de la droite au Québec se fait entendre de plus en plus, mais il est encore faible et malheureusement, je pense que c'est un problème de relations publiques. On va avoir la chance d'en parler plus longuement, mais je vous donne peut-être un élément de ma réflexion là-dessus. Comme il n'y a pas beaucoup de droite publique féminine au Québec, qu'est-ce qu'on voit? On voit la droite américaine féminine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui nous ressemblent très peu, comme que ce soit Ann Coulter ou Michelle Bachmann ou Sarah Palin, qui font peur aux femmes du Québec parce que c'est un discours américain dans une situation américaine qui ne s'applique pas ici, qui peut-être un jour, il y aura de la place pour des femmes comme ça, mais on n'est pas rendu assez loin encore dans notre réflexion sur une société pluraliste, gauche-droite, alors que les Américains, eux autres, c'est leur fonds de commerce depuis la Révolution. Donc, un problème de relations publiques important, mais pas la seule chose. Mais je ne suis pas la seule qui a quelque chose à dire sur le sujet. Moi, mon expérience, c'est que les gens, les femmes en particulier, n'ont pas nécessairement peur de la droite, mais ils ont peut-être peur de s'afficher publiquement comme des gens de droite. Encore là, on va avoir des définitions assez lousses là, de droite. On dit généralement non NPD et non Parti québécois, donc je les catégorise à droite. Simplement, puis je vais vous le dire bien honnêtement, je ne suis pas ça pour avoir l'air d'une sainte, mais quand on s'affiche publiquement comme une femme de droite, on reçoit des commentaires, tous les jours presque, très mesquins, très souvent violents, ça m'est arrivé, souvent à nature sexuelle. Et ça, c'est pas quelque chose que beaucoup de femmes sont prêtes à assumer, sont prêtes à subir, si vous voulez, parce que, je vais vous avouer, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, ça fait une vingtaine d'années maintenant, alors je commence à avoir la peau dure, mais les premières fois, les premières 5-6 ans, ça a été très difficile de prendre ça. On sait même qu'il y en a qui m'ont fait pleurer. C'est pas tout le monde qui est prêt à subir tout ça, surtout quand on a des enfants, des jeunes enfants. On veut pas être une personne publique, puis les enfants regardent ça. « Maman, comment ça se fait qu'ils t'appellent comme ça, comment ça se fait qu'ils traitent de très, très méchants mots. C'est difficile c'est difficile de dealer avec ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent garder leurs opinions plus privées. Mais je vais vous dire une chose, les femmes, c'est elles qui font l'éducation de leurs enfants, bien sûr, c'est celles qui parlent souvent à leur famille, à leurs voisins, à leur mari. Ils sont de droite, puis ils en font très bon usage, si vous voulez. Souvent, ils vont revoir leurs enfants à la fin de l'école. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Puis là, l'enfant leur a dit, bon, j'ai appris à recycler, puis j'ai appris le film de Al Gore encore. Puis, bon, puis là, c'est leur job à eux autres, aux mères, surtout celles qui sont de droite, de corriger ça un petit peu. Et puis elles le font, et puis elles le font très bien. Et puis ça, pour moi, ça compte aussi bien que d'avoir une grande gueule comme nous autres, puis d'être sur une scène ou à la télé et de dire ce qu'on dit à la télé. Ça, pour moi, c'est une job qui est aussi importante, sinon plus, parce qu'ils ont une ligne directe avec leurs enfants, puis ils remettent les pendules à l'heure un petit peu. Mm-hmm. C'est très important. Je veux juste rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Brigitte, puisque bon, j'imagine que la plupart des gens dans la salle le savent, mais toi aussi, Lise, tu as été beaucoup victime de ça, ces attaques-là, quand on attaque les femmes qui sont de droite, qui ne pensent pas comme le banc de poissons, c'est souvent des attaques à caractère sexuel. Puis bon, ou sur l'apparence. Et au printemps que certains appellent érable, que d'autres appelleront le mouvement étudiant, il y avait eu une manifestation, certains d'entre vous le savent, avec un étudiant qui s'était promené avec une affiche marquée « Sophie Durocher, crise de salope ». Et évidemment, si ça avait été Françoise David qui avait été attaquée de cette façon-là, je pense que la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, le Conseil du statut de la femme seraient allés sur la place publique. Personne n'est allé sur la place publique pour me défendre parce que j'étais une femme de droite, mariée en plus avec un suppôt de la droite.
éminemment connu. Donc, ça m'amène un peu à parler justement de ce mouvement féministe. Le mouvement féministe au Québec, on a l'impression qu'il ne prendra jamais la défense des femmes de droite, que c'est comme une adéquation qu'on fait entre si on est une femme, on est forcément féministe, et si on est féministe, on est forcément de gauche. Comment on fait pour concilier être féministe et être plus à droite sur l'échiquier politique, Lise? Ça, c'est encore là, c'est le piège des étiquettes. Hein. Même l'étiquette droite-gauche est problématique. Parce qu'on peut être de droite. Moi, les gens me disent, je vais faire un petit aparté. J'ai un peu de misère à me définir comme une fille de droite parce que sur certains sujets, en fait, je nage avec peut-être aucun banc de poisson. Comme on dit, et qu'on peut très bien avoir une tendance. Je sais que mon cœur est beaucoup plus, et ma tête est plus à droite qu'à la gauche, mais pour moi, j'attribue ça à mon sens pragmatique. C'est pas une vertu, je suis une fille pragmatique. Ça s'appelle le gros bon sens. Ouais, c'est ça. Je suis pas une universitaire, j'en souffre, mais je ne suis pas une universitaire. Moi aussi, j'aimerais ça des fois écrire comme Mathieu Bock-Côté. Mais c'est pas le cas. C'est parce que tu n'as pas avalé un dictionnaire quand tu étais petite. C'est ça. Mais là, je suis en train d'y aller, mais page par page. Alors, pour revenir à la question du féminisme, c'est problématique encore là, parce que dans notre tête, quand on entend le mot féministe, je ne sais pas vous ce qui vous vient dans la tête, mais dans la tête de bien des gars, c'est une fille avec un poncho en terre cuite, les jambes pas rasées, des sandales en macramé. T'oublies la moustache aussi. La moustache qui maintenant se porte blanche. Vous avez, est-ce que je suis loin de ce qu'il y a dans vos têtes? Bon, voilà. Qui est probablement frustrée, sexuellement s'entend, possiblement lesbienne, qu'elle le sache ou non. Alors, on tombe vite, hein? C'est tellement facile de tomber dans le cliché, alors que pour moi, être féministe, c'est tellement simple, c'est une affaire qui, finalement, se résume à croire que les hommes et les femmes sont égaux, mais différents. Bon, ça, c'est comme... C'est assez simple. Bon, le gros bon sens. Le problème, c'est qu'on en a fait une religion. Et il y a un moment dans notre histoire, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on est là pour vous parler, mais en 1955, on n'aurait pas été là, on n'aurait même pas été dans la salle, ils ne nous auraient même pas laissé rentrer. Alors, le féminisme plus revendicateur a eu un rôle à jouer dans l'évolution de la société québécoise. Et si on peut aujourd'hui revendiquer que des femmes aient envie d'être à droite, c'est parce que le féminisme a ouvert ce chemin-là aussi. Sauf qu'il s'est transformé en corporatisme. J'allais dire de gauche, mais pour moi, le corporatisme, ça va de soi, c'est de gauche, et c'est devenu des trucs comme la Fédération des femmes du Québec. Mais je vais vous rassurer, la Fédération des femmes du Québec, que j'ai infiltrée, sous un nom d'emprunt que nous ne révélerons pas aujourd'hui. Que nous ne révélerons pas, peut-être que même j'ai emprunté le nom de mon mari. Tu es la Mata Hari du féminisme, Je suis finalement. la Mata Hari du féminisme. On va discuter de ça. Pour vous dire que dans la Fédération des femmes du Québec, il y a exactement 500 membres individuels. Il y a 500 femmes au Québec qui ont dépensé 25 $ pour devenir membres de la Fédération des femmes du Québec. Le reste, c'est des associations, les chômeuses de la Basse-Côte-Nord, le Cercle des fermières de Chibougamau, qui, elles, l'exécutif de ces associations-là décide de devenir membre de la Fédération des femmes du Québec. Mais la Fédération, c'est 500 femmes individuelles. Alors, qui représente-t-elle? Elle-même. Point final. Donc, est-ce qu'on peut être féministe, être à droite? Je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Et comme tu disais, Brigitte, il y en a qui ont peur de le dire parce que peut-être un truc, nous autres, les femmes, sur lequel on doit travailler, c'est ne pas avoir peur de ne pas se faire aimer. Parce qu'on nous élève jeunes à se faire aimer. Oui. Il y a beaucoup de ça. Enfin, Brigitte, peut-être que tu voulais répondre sur la question du féminisme, mais on va revenir justement sur la peur de se faire aimer après. Moi, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Pro-Women, Pro-Life, qui est un groupe de femmes qui sont contre l'avortement. Et on a parti un site web pour le 20e anniversaire de la décision Morgenthaler. En tout cas, c'est une longue histoire, mais c'était simplement pour dire que, parce que les groupes féministes sont tous, sans exception,
en faveur de l'avortement sur demande tel qu'il est en vigueur maintenant au Canada. Et puis, nous, ce qu'on voulait faire, c'est simplement s'inscrire en faux de ça, de dire que c'est possible au Canada d'être en faveur du droit des femmes en général, d'être féministe si on veut, et d'être aussi en faveur d'essayer de convaincre les femmes de ne pas avorter leurs enfants à tout le moins. Mais juste pour spécifier, est-ce que vous étiez contre l'avortement ou pour une légalisation et un encadrement de l'avortement? Non, pour nous, ce qu'on voulait faire, c'était pas d'avoir des nouvelles lois, c'était simplement un peu ce qu'on a fait pour les cigarettes et le fumage, d'essayer de convaincre les gens, les femmes surtout, que l'avortement, c'est pas la solution à un problème qui existe, qui est très réel. Donc, sans vouloir aller trop loin là-dedans, je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'on a reçu tellement de messages, on s'est fait tellement rencontrer quand on sortait par des femmes qui disaient « Enfin, finally, enfin, merci d'être une voix pour nous, parce que c'est pas vrai que toutes les femmes qui se disent féministes sont nécessairement en faveur du droit d'avortement. » Donc, sans vouloir vous embarquer dans ces histoires-là, il reste qu'il y a une grande variété, il y a beaucoup de diversité dans les mouvements féministes, les mouvements de femmes, et ils sont pas tous représentés, comme je pense que Lise, notre Matahari, le sait très bien. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, Brigitte, puis que tu parles justement, c'est que on a l'impression justement que quand on parle des hommes dans la société québécoise ou dans n'importe quelle autre société, on ne s'attend pas à ce que tous les hommes pensent de la même façon. Alors que quand on parle des femmes, on dit « les femmes ». Tu sais, le 8 mars, là, nous, la femme. Alors, le 8 mars, on va avoir le droit à « les femmes aujourd'hui pensent que ». Mais jamais ça viendrait à l'idée de quelqu'un de dire « les hommes aujourd'hui pensent que ». Ce serait une aberration. Il y a autant de... Tu sais, il y a 3,5 millions d'hommes au Québec, mais ils pensent pas tous pareil. Pourquoi on prend pour acquis que toutes les femmes pensent pareil, qu'elles sont forcément à gauche, qu'elles sont forcément pour l'avortement libre et gratuit, qu'elles sont forcément pour les garderies à 7 $ subventionnées par l'État, qu'elles sont forcément pour toutes ces choses-là? Il y a comme un préjugé, en fait, tout de suite envers les femmes. Oui, alors, je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de diversité et qu'on manque de femmes, surtout au Québec, j'ai l'impression, qui se disent publiquement en faveur des droits des femmes, mais qui s'inscrivent en faux de certaines de ces idéologies-là. Peut-être, pour revenir à ce que tu disais, parce que les gens veulent se faire aimer, je le sais pas. Moi, ça n'a jamais été mon problème, tant mieux. On m'a beaucoup détesté. Mais bon... Pour moi, il faut dire ce qu'il faut dire et il ne faut jamais avoir peur de dire ses opinions, même, puis de prendre les conséquences qui viennent avec. Et j'ai l'impression que ce que ça nous prend aux femmes, c'est de la couenne un peu dure, pour utiliser l'expression québécoise. Il faut, je pense, enseigner à nos filles. Oui, les gens qui vont te dire tout plein de noms, ils vont t'envoyer tout plein de noms au visage, ils vont te traiter de tous les mots, ils vont te traiter de toutes sortes d'affaires dégueulasses. Mais si toi, tu le sais que tu dis la vérité, si toi, tu es confiante que ce en quoi tu crois, ce en quoi tu crois, est vrai et tu y crois, stand up for yourself, en anglais. Une chose que je reproche au féminisme corporatiste, et même pas nécessairement corporatiste, c'est d'entretenir cette idée que les femmes sont des victimes. Et l'état de victime amène à vouloir... Merci. Quand on se fait dire qu'on est une victime et qu'on intériorise ça, on dit oui, c'est vrai, effectivement, mon père m'a traité comme ça, mais enfin, bon, vous connaissez le récit. Quand on s'estime être une victime, qu'est-ce qu'on attend dans la vie? On attend que quelqu'un nous prenne en charge. Viennent nous guérir, viennent nous apporter la solution parce que nous, on est sans ressources. Alors, c'est sûr que le féminisme, à mon avis, n'a rien fait pour promouvoir l'autonomie des femmes, leur véritable force intérieure. Les femmes qui sont ici, les hommes qui ont vu leurs femmes le faire, savent que d'élever des familles, c'est pas de la tarte, c'est le travail d'une femme. Aujourd'hui, il y a 150 ans, ma grand-mère, nos aïeuls et les femmes de demain, c'est toute une vie. Et c'est pas vrai qu'on est là en victime à attendre que les messieurs qui aiment bien prendre soin de nous, on aime ça aussi faire prendre soin de nous autres, mais pas être prise en charge. Et le féminisme corporatiste, celui qu'on n'aime pas, nous a fait croire qu'on était des victimes. Et c'est pour ça qu'on est devenus des victimes de la gauche.
Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a, je veux pas généraliser, mais la gauche aussi a tendance à jouer la victimite aiguë. Ben oui, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pas oui, beaucoup... c'est l'ensemble de l'œuvre, C'est absolument. Pour moi, tout ça, c'est un mouvement de victimite. Une des choses comme journaliste que je fais depuis plus de 20 ans, je l'ai fait dans les magazines féminins que j'ai dirigés. Je me suis pas toujours fait des amis. J'ai toujours combattu la victimite québécoise et en particulier la victimite féminine parce que elle me parle là, par les tripes, si on peut dire. Et ça, il faut que ça cesse. Mais si je faisais peut-être une... Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais alors pas du tout. Mais vous savez, en communication, on est très sensible au message, à la perception des choses. Comme on dit, « perception is reality ». La perception, c'est que la droite est sans cœur. Et je vous ramène à ce fameux débat. Puis là, il y a droite et droite, évidemment. Il y en a qui sont libertaires. Il y en a... Moi, je me définis plus comme une red Tory. Alors, pour les gens très, très à droite, je suis pas une vraie. Puis bon, vous voyez un peu le genre. Mais vous vous rappelez sans doute de ce débat à NBC, le débat républicain animé par Wolf Blitzer. Quand Wolf Blitzer a demandé à Ron Paul, et le cas hypothétique d'un gars de 30 ans qui n'a pas d'assurance, qui se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort, dans le coma, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on le soigne ou on le soigne pas? Le gars n'a pas d'assurance. Et Ron Paul a répondu de manière un peu équivoque, mais essentiellement, il a dit, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et la salle a erupted in applause. Et ce qui a été entendu, perception, c'est laisser-les crever. Puis là, je suis dure. Là. Alors que c'était prends tes responsabilités puis achète-toi des assurances. C'est ça. Mais comme on dit, à 30 ans, tu sais pas que tu vas mourir. On n'est pas très mortel à 30 ans. Enfin, bref, c'est pas tellement... C'est la perception qui est sortie de ça. Moi, je pense que les hommes et les femmes, mais peut-être les femmes parce que c'est des mères, je ne le sais pas, je ne veux pas tomber dans ces généralisations-là. Mais moi, là, même comme fille qui se définit comme Red Tory, j'ai un peu de misère avec laisse-les crever. Puis je pense que la plupart des gens de bonne volonté ont de la misère avec laisser crever. Mais le message que les femmes entendent trop souvent, qu'elles entendent, pas qu'on leur dit, mais qu'elles entendent, c'est que c'est un mouvement qui manque de cœur. C'est un mouvement cartésien, rationnel, de gars, mathématiques, on en a parlé ce matin, mais qui n'a pas de cœur. Je sais que c'est pas vrai, mais il y a peut-être un petit travail de relations publiques à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la jonction, je dirais, de deux clichés. C'est-à-dire, il y a le cliché de dire la gauche a le monopole de la compassion, puis il y a le cliché de dire les femmes ont le monopole de la vertu. Alors, si tu as de la vertu, tu vas te tourner vers la gauche qui, évidemment, a le monopole de la compassion, alors que si tu n'as pas de cœur, tu vas te tourner vers la droite qui n'en a pas non plus. Donc, c'est un petit peu la jonction de deux... C'est ça, la jonction de deux clichés. Brigitte, tu voulais réagir à ce que disait Lise? Un petit peu. Je voulais peut-être prendre ça un peu sur le thème général de la conférence d'aujourd'hui à propos de la gauche radicale. Puis souvent, je pensais à ça ce matin. Tu sais, l'ennemi de la gauche radicale, c'est pas la droite. L'ennemi de la gauche radicale, c'est la gauche modérée. Il y a des gens de gauche qui sont des gens de tête, des gens de cœur, qui ont bien de l'allure, qui ont bien du bon sens. Des fois, ils sont un petit peu mal informés. On est tous, tu sais, tout le monde est imparfait. Mais eux autres, pour répondre à ça, eux autres, ils ont peur de la droite qui perçoivent comme n'ayant pas de cœur, et puis ils préfèrent aller jouer ça safe, si vous voulez, puis aller avec surtout au niveau du fédéral, par exemple, ils vont voter libéral et non conservateur parce qu'ils ont peur d'être perçus comme des gens n'ayant pas de cœur, même si la vérité, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que quand nous, surtout quand on est dans les médias, puis tout ça, il ne faut pas toujours s'attaquer à la gauche radicale, parce que la gauche radicale, c'est l'ennemi des gens qu'on essaie de rejoindre. On essaie de rejoindre les gens qui sont au milieu, les gens qui sont au milieu, un petit peu à gauche puis un petit peu à droite. C'est ces gens-là qui changent tout dans notre système politique. C'est eux autres qui changent les gouvernements tout le temps. C'est eux autres qui mettent assez de pression sur les gouvernements pour faire changer les choses. Et puis quand on s'adresse à ces gens-là, oui, il faut avoir du cœur. Quand on s'adresse, même les hommes aussi ont du cœur. Hein, ils l'expriment différemment, mais bon, parce qu'on peut pas avoir, faut faire attention, on va avoir l'air tough, puis tout ça. Mais les hommes ont du cœur. Les hommes ne veulent pas laisser les pauvres mourir. Non, personne ne veut faire ça. Et si on est capable, en tant que personne de droite, d'avoir un discours qui comprend et qui s'adresse aux gens qui ont peur d'avoir l'air sans cœur et qui ont des solutions à proposer, qui ont du cœur, on va être capable de les rejoindre. Puis la gauche radicale, qu'elle aille se perdre de toute façon de son bord, on s'en occupe plus. On n'a pas besoin de s'en occuper parce que les gens qui vraiment sont significatifs dans ce débat-là, c'est les gens qui sont plus près du centre.
Je veux revenir sur la notion de perception de Lise, ce que tu as amené. C'est que les gens perçoivent que la droite ne défend, pas juste qu'elle est sans cœur, mais il y a sûrement des femmes qui ne veulent pas être identifiées avec la droite ou qui ne veulent pas s'exprimer publiquement en disant « je suis de droite » ou de centre-droite, parce qu'elles ont la perception que la droite ne défend pas, ne se porte pas à la défense des valeurs féminines, ne se porte pas à la défense des droits des femmes, que ce soit la position sur l'avortement ou d'autres. Donc, comment on fait pour changer cette perception-là? Comment la droite devrait changer pour justement se rapprocher des femmes ou des valeurs des femmes pour faire comprendre que finalement, elle n'est pas contre et qu'elle est parfaitement... La droite est parfaitement capable. La droite économique, en tout cas, qui dit simplement qu'il faut moins de place pour le gouvernement dans nos vies, est tout à fait conciliable avec les droits des femmes. Absolument. Il n'y a pas de contradiction fondamentale. Tout est dans le langage et tout est dans la perception. Je vais vous donner un exemple de ce que tu dis. En fait, Sophie, je suis allée fouiller un peu sur le site du Parti conservateur du Canada, pas du Québec, dont je suis assez critique parce que je le trouve beaucoup trop dépensier pour un parti conservateur et je le trouve particulièrement malhabile dans les messages. Par exemple, si on prend la réforme de l'assurance chômage, ils ont laissé aux médias, qui sont traditionnellement de gauche, le soin d'expliquer la réforme, puis eux autres, ils l'ont pas faite. Et quand on lit juste les journaux et qu'on va pas fouiller et qu'on s'informe pas, on a l'impression que la réforme, c'est une affaire écœurante pour appauvrir encore plus du monde pauvre, puis leur faire travailler en Alberta pour les salaires de crève-faim. Hello! Mais quand on s'appelle Stephen Harper et que sur notre site Web, on écrit ceci, les femmes, là, le poil leur lève dans le cou. Stephen Harper défend les Canadiens qui travaillent fort, payent leurs taxes et impôts et respectent les lois. Point final. Ouch. OK, parfait, je suis d'accord. OK. D'abord, les Canadiennes, peut-être aussi. Des fois, on haït ça, Canadiens, Canadiennes. Mais, des fois, c'est le fun. Des fois, c'est le fun. Là, on n'est pas là. Puis quand tu regardes ça, une description comme ça, tu dis, oui, mais moi, par exemple, j'ai fait le choix très à droite de nos jours de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. Donc, je ne travaille pas selon cette définition. Je ne paie ni taxes ni impôts. Alors, est-ce que je fais partie des gens que M. Harper défende? Ou je suis une personne âgée qui est à la retraite, le fameux 47% de monsieur, comment il s'appelle? Romney, où il a complètement éliminé de ses chiffres les personnes âgées qui ont déjà travaillé et qui en ont déjà payé des impôts. Quand je lis ça, monsieur Harper, j'ai l'impression qu'il est un peu sans cœur et que tout ce qui l'intéresse, c'est le gars qui part à job le matin avec sa boîte à lunch et que le reste de la société n'a pas besoin d'être défendu. Bien, je suis peut-être une fille qui a le cœur, la tête à droite, mais la veuve, l'orphelin, l'opprimé, le souffrant et la souffrante, je m'attends à ce que le premier ministre s'en occupe aussi, du moins dans son discours, si ce n'est que pour leur donner des occasions qu'ils n'ont pas maintenant. Mais là, ils sont complètement éliminés du discours, et ça, là, ça aide pas pour attirer les femmes. Brigitte, je suis curieuse de t'entendre justement sur comment la droite peut faire comprendre aux femmes, si c'est le cas, qu'elle a vraiment les intérêts des droits des femmes à cœur et comment justement aller chercher cette... soit dissiper cette perception-là, soit aller convaincre les femmes que c'est vraiment dans leur intérêt de... Il faudrait prendre exemple d'abord sur Ronald Reagan pour ce qui est des questions économiques, surtout où il y avait... Lui, il avait le tour, hein, des communications, il l'avait. Il avait le tour de dire le meilleur programme social, c'est une job. Ouais. Puis moi, ce que je veux faire, c'est de donner à tout le monde la meilleure chance possible d'aller se trouver un emploi qui est digne et qui paye bien et qui vous permet de prendre en charge votre famille au lieu de vous avoir sur l'assistance sociale. Ça, c'est correct. Puis de regarder les gens dans les yeux, puis de leur parler avec votre cœur. Si on est en politique, il me semble, peut-être que moi je suis une idéaliste, peut-être que c'est pour ça que je suis pas en politique, puis je suis aussi bien comme ça. Moi, il me semble que si je suis en politique, je devrais pouvoir parler avec mon cœur parce que je suis là-dedans, parce que la politique, tu sais, on rit beaucoup des politiciens, mais ils travaillent des heures de fou. Ils sont là des semaines de 80 heures, une après l'autre. Mais il me semble que des fois, on n'a pas l'impression qu'ils sont là pour nous, on a l'impression qu'ils sont là juste pour eux, pour avancer leur propre carrière. Puis ça, j'aime pas ça. Moi, je voudrais qu'on ait plus de politiciens qui regardent les gens dans les yeux, puis qui leur parlent avec leur cœur. Puis qu'on puisse lire dans leurs yeux s'ils sont sincères ou non.
Si ça marche, si on les croit, on vote pour eux autres. Si ça marche pas, on les laisse tomber puis on vote pour d'autres gens. Mais j'ai l'impression que les gens sont, appelez-moi naïf si vous voulez, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens en politique, ils commencent surtout en politique avec beaucoup de bonnes intentions. Puis il y a une expression en anglais, on dit they've been auto-washed. Ils sont fait laver par Ottawa et puis deviennent cyniques. Et puis ça, je vois ça arriver, moi, toutes les fois qu'il y a une nouvelle batch de députés qui arrivent à Ottawa, on le voit après 1 an ou 2, ça commence là, maintenant de la dernière batch de l'élection 2011, on les voit commencer à s'endurcir, puis ça devient cynique, puis c'est dommage. C'est dommage de voir ça. Moi, je voudrais que les gens puissent nous parler plus avec leur cœur. J'ai un peu l'air hippie, moi, là, mais c'est comme ça. Non, c'est correct. Et puis, j'ai l'impression comme ça. C'est rare, là, mais... Oui, hein, c'est ça. Le crunchy corn, c'est moi, ça. Et je pense que s'ils faisaient ça, les gens pourraient, surtout avec les femmes, pourraient cliquer un petit peu mieux. Je serais curieuse de vous entendre toutes les deux sur ce que moi j'appellerais le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire quand on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on le sait, les femmes, on veut être aimées, on veut être consensuelles. Alors des femmes d'opinion au Québec, il n'y en a pas des masses. Tu sais, ça a commencé avec Denise Bombardier. Maintenant, il y a des Lise Ravary, il y a des Brigitte Pellerin. Tu sais, je veux dire, il y en a quelques-unes là. Ben, merci, mais bon, il reste qu'on peut les compter, un petit peu sur le doigt de en étant généreux 2 mains. Donc, cette peur de quand on va sur la place publique, on s'expose, on expose ses idées, c'est pas forcément populaire. Mais, par exemple, quand je parle de 2 poids, 2 mesures, je veux faire référence à la chose suivante. Quand quelqu'un va sur la place publique et exprime ses opinions et que c'est une femme puis que c'est des idées de gauche, tu sais, je regarde, mettons, Françoise David, Eva, tout le monde en parle, puis là, tout le monde dit « Ah, mon Dieu, qu'elle est formidable, c'est une sainte, c'est Mère Teresa réincarnée, puis tout ça ». Une femme de droite se présente sur la place publique et défend ses opinions avec la même, de façon aussi farouche, de façon aussi convaincue, de façon aussi passionnée, mais le vocabulaire ne sera pas le même qu'on va utiliser pour la décrire. Ça va être, ça va être des termes beaucoup plus négatifs. Donc, est-ce que vous le sentez, cette différence-là de perception, même dans les femmes d'opinion? Une opinion de gauche défendue par une femme, elle a donc les valeurs à la bonne place, c'est donc correct. Puis une femme de droite qui défend ses opinions, c'est une hystérique, finalement. Oui, on l'aperçoit comme une hystérique. En fait, on est entre nous, hein? On est juste une petite gang entre nous, là. Exactement, mais c'est pas grave. On n'a pas peur de ça, hein? C'est pas parce qu'on travaille pour Québécois qu'on a peur de Radio-Canada. Non, sérieusement. C'est vrai, j'avais même pas remarqué, mais on est trois. Ben oui, c'est ça. Oui, Je suis salariée, moi, je suis et pour employée ceux de Québécois. Radio-Canada qui s'inquiètent, oui, Léopold Lauzon est toujours chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal. Et Jean Barbe est toujours un employé du Journal de Montréal. OK, alors l'arrogance. Est-ce qu'on a de l'eau bénite ici pour juste De l'eau bénite? Ouais. Ça brûle, ça, fais attention. Alors, les 2 poids, 2 mesures. Alors, le 2 poids, 2 mesures. Oui, je pense qu'une d'abord, une femme qui donne son opinion et qui ne le fait pas en chuchotant comme ça, n'est-ce pas? En partant, elle a tendance à se faire décrire comme hystérique, que ce soit par la gauche ou par la droite, malheureusement. C'est encore comme ça. Si elle a le malheur de parler un bon français, bien là, c'est une hystérique qui pète plus haut que le trou. C'est ça. Hein? Un snob. Je ne sais pas de qui tu parles. Denise. Mon amie Denise. Non, il y a 2 poids, 2 mesures et particulièrement, je pense que si on arrive avec des opinions qui ne sont pas considérées comme populaires et consensuelles, on devient presque comme une mauvaise femme. Tu deviens comme un homme honoraire. Tu deviens un enfant de chienne honoraire quasiment. Ça prend vraiment pas de temps avant qu'on arrête, que les oreilles se ferment. Tu le vois dans le regard des gens, ils arrêtent de t'écouter, ils s'en vont ailleurs, t'es une folle finie. Alors que je ne crois pas qu'on pense ça d'un homme qui émet des positions de droite. On va dire, je suis pas d'accord avec lui, il est comme ci, comme ça, il est dur. Mais je pense qu'il y a plus d'ouverture que par rapport à une femme. Et ça, peut-être que c'est plus généralisé que seulement la droite, mais je pense qu'on en souffre particulièrement parce que c'est pas à la mode encore, parce que c'est pas populaire et parce que c'est pas considéré comme féminin. On voit à quel point le discours corporatiste féministe peut être tordu, parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il dit aux femmes, ta place, c'est là.
c'est pas là, c'est pas là, alors que c'était supposé nous libérer des contraintes. Mais intellectuellement, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, et elles sont les premières, ces femmes-là. Et moi, comme disait mon père, je me caltaille un peu avec quelques-unes d'entre elles à nous dire qu'essentiellement, on n'est pas des vraies femmes. On va y revenir, mais Brigitte, je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'ai l'impression que les gens qui jugent, surtout les femmes qui émettent des opinions de droite en public un peu sévèrement, j'ai l'impression que les femmes, on s'aiderait plus si on souriait un peu plus. Ça a l'air niaiseux de dire ça, hein? Mais je me rappelle de Françoise David durant la dernière élection, quand elle est allée, tout le monde en parle, même moi, puis je suis pas une fan de Françoise David du tout. Puis j'ai regardé cette entrevue-là, puis j'ai trouvé, mon Dieu, qu'elle sourit, elle. Elle a l'air contente d'être là. Puis j'ai trouvé que ça l'aidait beaucoup. Et puis souvent, on va avoir des femmes qui vont aller à la télé, surtout parce que la télévision, c'est très visuel, hein, on le sait. Et puis souvent, la caméra nous joue des tours un petit peu. Puis des fois, on a l'air trop sérieuse. Puis là, les gens regardent, voyons, elle est bien frue, elle. Parce que là, c'est quoi son problème? Elle, pourquoi elle a l'air fâchée de même? Ça doit pas être... Je veux pas être comme ça. Alors que si on souriait... Quand on fait rire les gens, d'abord... Une leçon de Dave Barry, l'humoriste américain, ou puis P.J. O'Rourke, qui est un autre humoriste américain. C'est comme si on donnait du sucre avec la pilule, tu sais. Ça fait passer la pilule beaucoup plus facilement. Quand on fait rigoler les gens, quand on sourit, quand on a l'air contente, sans complexe. Moi, je suis ici, c'est ce à quoi je crois. Je suis capable d'y penser. Si vous m'apportez des défis, je vais y penser. Puis je me dis, ouais, t'as raison. Sais-tu, j'y avais pas pensé comme ça. Je vais y repenser encore. On est juste humain. Puis si on a l'air d'être humain, puis on n'est pas trop comme ça, là, je pense que ça nous aiderait beaucoup à éviter ce double standard-là, c'est un anglicisme. Hein? De 2 poids, 2 mesures. Parce que tu as oublié, ça, c'est une autre affaire, quand on va travailler au Canada anglais. Ça fait 12 ans maintenant, moi, que je suis au Canada anglais. D'ailleurs, j'en perds mon français un petit peu. C'est pas grave, parle l'italien, ça va être correct. Ouais, OK. Non, ça sera pas correct. Non, je m'embarque pas là-dedans. En plus d'être pas une vraie femme, parce que je suis de droite, je suis aussi un traître, un bel capot. Oui, une vraie. Ouh, je suis une vendue. Parce que là, je suis une vendue parce que là, maintenant, je travaille pour les Anglais. Ouais. OK? Oui, là, ça met toutes sortes de filtres devant. Alors, j'essaie de faire rigoler les gens. Là, ils oublient un petit peu. Peut-être une traite, mais en tout cas, elle nous fait rire un peu. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à essayer de combattre cette tendance-là, que les gens nous regardent et disent « Ah, elle a bien l'air bête, elle a bien l'air choquée tout le temps. » Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un flash du fameux duel entre Krista Erickson et Margie Gillis. Et on avait cette image qui a été amplement commentée au Québec. Je persiste à croire que si ça s'était passé sur n'importe quel autre réseau qu'un réseau qui appartient à Québécois, personne au Québec en aurait parlé. Puis ce serait les gens au Canada anglais en auraient parlé, mais il n'y aurait pas eu d'écho au Québec. Mais donc, quand il y avait eu cette confrontation entre Margie Gillis et Krista Erickson, qui, qu'on soit d'accord ou pas avec son propos, soulevait quand même une question qui n'était pas inintéressante. Elle n'a pas eu de réponse, d'ailleurs, à ces questions. Qui était une question légitime, à tout le moins, qui était de dire « Qu'est-ce que vous faites avec l'argent public qui vous a été donné au cours des ans? » Et ça a été perçu parce que c'était une femme de droite, clairement, Krista Erickson à Sun News, qui posait la question à Margie Gillis. On a perçu tout de suite Margie Gillis comme étant une pauvre victime, une pauvre femme qui s'est fait agresser par Krista Erickson, alors que ceux qui ont vu la vidéo, on voit bien que oui, c'est sûr qu'elle ne donne pas sa place, Krista Erickson, mais Margie Gillis, elle se défend, et elle se défend très bien, et c'est pas une pauvre petite femme qui a besoin d'être protégée. Margie Gillis est parfaitement capable de se défendre, mais parce que c'était une femme de droite qui avait une discussion avec une femme de gauche, ça a tout de suite été perçu comme étant la fille de droite a agressé la fille de gauche, alors que c'est un combat, selon moi, et selon beaucoup de gens qui l'ont vu aussi, à armes égales. C'était vraiment un duel de femmes qui... Mais c'est sûr que... Je trouve ça intéressant, l'image de donner du sucre avec... c'est quoi la chanson dans Mary Poppins? « A little sugar makes the medicine go down ». Alors, un petit peu de sucre fait descendre la pilule, fait avaler la pilule. C'est sûr que une certaine gauche... c'est bien... Quand ton message, c'est... le paradis pendant tes jours, et tu n'as même pas besoin de te forcer, on va te le donner, on va le faire pour toi. Tu peux dire ça, tout le monde va te trouver fin, mais si en plus, nous autres, on est des femmes et on arrive et on a l'air sévère et on dit,
Oui, les choses peuvent aller mieux, mais tu dois y mettre beaucoup de toi-même pour y arriver. Ça ne va pas arriver tout seul. Il faut qu'on sourie un peu plus pour livrer ce message-là que de livrer l'autre message qui, finalement, qui ne veut pas se faire dire que tout va bien aller, puis que c'est pas grave, ça ne te coûtera rien, c'est les autres qui vont payer. Hein? C'est facile, ça. Tu peux avoir l'air bête. Tant que tu veux, tu vas dire ça, ils vont t'aimer pareil. Ouais. Mais en fait, on revient à cette expression fabuleuse qui a été inventée par celle qui est mon idole, Joanne Marcotte, le gouvernement. C'est sûr que c'est tellement plus facile de tenir un discours justement de l'État va prendre soin de toi, l'État va te donner de l'argent, l'État va donner de l'argent à tous les groupes de rassemblement, de lobby puis de moyens de pression. Mais si le discours, c'est de dire prends tes responsabilités, prends tes assurances, trouve-toi une job, retourne, retrousse tes manches, c'est un discours qui est beaucoup moins facile à dire et c'est un discours qu'on est justement beaucoup moins habitué à entendre dans la bouche d'une femme. C'est-à-dire que la femme, on la perçoit encore et toujours comme étant quelqu'un qui flatte dans le sens du poil, qui prend soin d'eux, c'est la caregiver, la caretaker, alors que de placer dans la bouche des femmes un discours qui dit non, tough love, redresse-toi, prends ta vie en main, qui est le discours de droite, en fait, la responsabilité individuelle versus le gouvernement qui nous donne des sous pour prendre soin de nous, on est moins habitué d'entendre ce discours-là dans la bouche des femmes parce que les femmes sont associées à des valeurs de compassion, de prendre soin d'eux, et donc on revient toujours à la même chose. On revient toujours à ça. Je voudrais qu'on revienne sur une notion que vous avez un petit peu effleurée toutes les deux, qui est justement cette notion-là des gens qui nous disent, si vous pensez à gauche, vous êtes une bonne femme bien, une femme qui pense dans la vraie pensée féministe, et si vous déviez de ça, tout d'un coup, vous n'êtes plus une bonne femme. Et je veux revenir pour illustrer ça à l'épisode Rona Ambrose. Alors, vous vous rappelez tous, il y a quelques mois, quand le gouvernement conservateur a dit à ses différents députés, vote libre sur la proposition, j'oublie le nom de la proposition, mais toi, tu vas t'en souvenir, en tout cas, cette proposition qui était non pas de recriminaliser l'avortement d'aucune façon, mais simplement de mettre sur pied un comité qui aurait été formé de médecins et de penseurs pour se pencher sur la question de à partir de quel moment le fœtus a des droits. Et donc, cette proposition, le gouvernement Harper a dit à ses propres députés, votez selon votre conscience, votez selon votre cœur. On se souviendra tous que Rona Ambrose, ministre de la Condition féminine, a décidé de voter avec son cœur et en son âme et conscience, et comme individu, comme citoyen ordinaire, elle a voté donc en faveur de cette motion. La motion, ça n'a pas été acceptée, mais ça a soulevé un tollé parce que beaucoup de femmes, et en particulier ici la Fédération des femmes du Québec et beaucoup d'autres regroupements de femmes, ont dit on ne peut pas être ministre de la Condition féminine et voter en faveur de cette motion-là. Lise en a payé le prix parce qu'elle s'est posée sur la question en prenant la défense de cette motion-là. Moi, j'ai eu le malheur d'écrire un texte dans le Journal de Montréal qui s'intitulait « Laissez Rona Ambrose tranquille ». Je disais pas, je me positionnais même pas sur la motion, je disais simplement Rona Ambrose a le droit, puisque son chef de parti lui en a donné le droit de voter selon son âme et conscience. Qu'elle soit ministre de la Condition féminine ou pas ne change rien à l'affaire, elle a le droit de voter pour ce qu'elle veut. Et je me suis fait tomber sur la tomate, et toi aussi. Et on s'est fait toutes les deux traiter par certains groupes féministes, par certaines féministes, on s'est fait dire, vous n'êtes pas des vrais féministes. Parce qu'une vraie féministe ne pose pas de questions sur l'avortement. On ne parlait pas de recriminaliser, là. On ne parlait pas de dire il faut retourner à l'aiguille à tricoter, c'est pas ça qu'on disait. On disait juste, est-ce qu'on peut peut-être en parler? Donc, on s'est fait dire, on n'est pas des vrais féministes. Moi, j'ai aussi pris la défense de la motion dans laquelle j'étais en faveur, parce que pour la même raison, c'est des questions de vie ou de mort. S'il y a des questions comme ça, bien sûr que ça doit être débattu au Parlement. C'est ça pourquoi on élit des gens, pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'ils débattent de choses comme ça. Puis j'ai pris la défense de Rona Ambrose. Jason Kenney aussi, qui a voté en faveur de cette motion-là, qu'il n'y a pas eu autant d'effets de ça, parce que lui, bien sûr, d'abord, c'est un homme. C'est un gars. D'abord, c'est un catholique, on le sait, hein, fait que les catholiques, c'est comme ça. Et puis aussi, il est le ministre de l'Immigration pour la Condition féminine. Mais il a voté en faveur de ça. Il y a eu plusieurs, il y a d'ailleurs eu des libéraux. Et puis, si je ne m'abuse pas, il y a eu des orangistes qui ont aussi voté pour cette motion-là aussi. C'est drôle, hein? Merci.
Mais oui, moi aussi, mais ce qui est drôle, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que j'ai reçu des commentaires, moi aussi, j'ai mangé une volée de bois vert, mais moins qu'il y a quelques années. Ah oui? Oui, au Canada anglais, puis j'ai suivi vos histoires, moi, je me suis pas fait attaquer avec la même férocité que vous deux, vous avez été attaqués au Canada anglais. Ce qui me suggère, pas que les Anglais sont supérieurs, mais qu'il y a du progrès, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Puis les Anglais, ben c'est parce que, vous savez, les États-Unis sont là, le Canada anglais est à peu près 5 ans après les États-Unis, puis le Québec est à peu près 3 ans après le Canada anglais. Tu sais, c'est la traduction, hein, ça prend du temps. Excusez-la. Mais c'est vrai, c'est les fonctionnaires qui font la traduction, ça paraît. Alors, mais il y a du progrès qui se fait, j'ai l'impression, oui. Alors, Lise, je veux t'entendre là-dessus parce que c'est un épisode, je pense, aussi qui t'a beaucoup marqué parce que tu as beaucoup écrit là-dessus dans le Journal de Montréal. Oui. Fait que je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Es-tu une vraie féministe? Bon, je le sais plus. Je suis mêlée. Es-tu une vraie femme? Ah, je pense. Comment tu avais réagi à l'époque quand tu avais vu? Je demande à mon mari. Mais comment tu avais réagi à l'époque quand Moi, ça s'est produit? Là, je ne vais pas me répéter, mais je reviens encore à ce que je disais tantôt. Pour moi, le féminisme, c'était une question de choix. De choix aussi, bon, d'égalité dans la différence, mais aussi c'était de donner aux femmes le choix de dire, de penser. Par elles-mêmes, avant, elles disaient ce que leur père et leur grand-père et leur mari disaient. Maintenant, on se tourne de bord puis on embarque dans la meute, dans la gang à Françoise et Alexa Conradi et, bon, tous nos amis de la Fédération et autres. Et puis, on pense toutes pareil. Hey, belle évolution. Et moi, c'est au nom de ça que j'ai défendu de Rona Ambrose, qui n'est pas ma ministre la plus sympathique. Elle a des maudits beaux cheveux, par exemple. C'est tellement fille de dire ça. Je le sais, mais je suis une fille, voilà, je viens de le prouver. Un gars dirait jamais une affaire de même. Il y a donc des beaux cheveux. Il commenterait une autre partie de son anatomie, par exemple. Stephen Harper, il y a donc un beau toupette. Un gars dirait pas ça. OK, soyons... Non, sérieusement, je peux comprendre que chez les femmes qui défendent le droit à l'avortement, je peux comprendre qu'elles aient un petit, comme on dit en anglais, un double take, en regardant la ministre de la Condition féminine qui ne marche pas dans l'orthodoxie. Je peux comprendre que ça suscite un arrêt sur image. Par contre, c'est une très belle occasion pour se poser des questions différentes et non pas toujours retomber dans la même rengaine. Les femmes sont comme ça. C'est de ça qu'il faut sortir si on veut aller chercher les femmes. Et au fond, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, on se tire nous-mêmes dans le pied, là, hein? Dans le talon haut. Oui, rajoute, vas-y, Brigitte. De mémoire, ça vient de me revenir. La raison pour laquelle elle a voté en faveur de cette motion-là, d'ailleurs, les gens lui ont demandé, mais par après, c'est parce qu'elle s'inquiète du phénomène des sex selective abortion. Ouais. Le fait qu'il y a des femmes qui se font avorter parce que le fœtus qu'elles ont, c'est une fille. Ça existe au Canada. Ouais. Au Canada anglais, beaucoup, surtout sur la côte ouest. Sur la côte ouest, surtout en Colombie-Britannique, ça a été documenté, ça existe. Et ça, c'est quelque chose... Un reportage de Radio-Canada là-dessus. Et puis même une collègue à moi qui était la première à faire ce reportage-là pour Western Standard il y a plusieurs années de ça, même avant les caricatures danoises. Là, donc, ça remonte à plusieurs années. Ça existe au Canada. Et ça, c'est un problème qui, en tant que ministre de la Condition féminine, c'est légitime pour elle de s'inquiéter de ça. C'est aussi en tant que femme et en tant que Canadienne, c'est légitime de s'inquiéter de ce phénomène-là. Est-ce qu'on va simplement accepter que des gens qui vont avorter des bébés juste parce que c'est une fille? Au nom du féminisme. Elle s'est tenue debout puis elle a dit « Non, moi, je suis en faveur qu'on débatte cette question-là. Puis moi, je l'applaudis. Mais est-ce que c'est pas justement un peu ça? Parce que le mot-clé ici, c'est le mot « débat ». Est-ce que justement, c'est pas ça qui manque? C'est que dans le mouvement féministe en ce moment au Québec, il y a peu de place pour le débat. C'est une façon de voir, une façon de faire. Puis il y a des Denise Bombardier, des Lise Ravary, des Brigitte, des Sophie, on est peut-être quelques-unes à dire, bien, faisons-le le débat. C'est pas vrai qu'on va toutes penser pareil, mais on a de la difficulté à l'avoir, ce débat-là. Et j'en veux pour preuve, sur un autre sujet complètement,
vous avez sûrement lu il y a quelques jours dans les journaux, en fait c'était dans la presse, une entrevue avec Leila Lesbet. Leila Lesbet, c'est une femme algérienne qui a quitté son pays parce que, à cause de la montée de l'islamisme là-bas, qui a décidé de venir s'installer ici au Québec et qui a milité pendant très longtemps dans les groupes féministes québécois. Et elle est contre le port du voile parce que dans son pays, on impose le voile aux femmes. Et elle dit, c'est pas vrai que je vais arriver ici au Québec et qu'on va valoriser ça ou qu'on va se cacher, se voiler et ne pas voir le message politique qu'il y a derrière le voile. Elle est férocement contre le port du voile dans la fonction publique, entre autres, mais dans plein d'autres domaines aussi. Et quand il y a eu... la Fédération des femmes du Québec a voulu faire des rencontres, des États généraux, et on a dit à cette femme algérienne, immigrée au Québec, contre le port du voile, « Tu ne viendras pas faire de présentation parce que la Fédération des femmes du Québec est pour le port du voile. » Donc, on n'admet pas au sein d'une organisation où pourtant le libre choix est défendu depuis des années par les féministes, une organisation qui devrait au contraire mettre de l'avant le débat, parce qu'un débat dans n'importe quelle société démocratique est au cœur de la vie publique. On ne permet pas le débat. Donc, on te permet d'être féministe si tu penses comme nous. Si tu ne penses pas comme nous et que tu es contre le port du voile, on ne veut pas te voir parmi nous. Et ça, personnellement, je trouve que c'est un grand scandale. Et c'est un petit peu passé dans le beurre. Les gens en ont très, très peu parlé. Mais Leila Lesbet, c'est une femme très courageuse. Elle a droit à ses opinions. Je ne dis pas forcément que je suis d'accord avec elle, mais est-ce qu'elle peut au moins... Est-ce qu'il peut y avoir de la dissidence dans le discours féminin sur la place publique? Je pense que ce que tu racontes, ça enfonce encore plus le clou de l'importance que les gens qui pensent différemment, appelons-nous la droite ou ce que vous préférez, de séduire les femmes qui ont été emprisonnées dans un discours unique, supposément pour leur bien, par des gens qui nous veulent toujours, les autres qui nous veulent du bien. C'est ça l'enfer ou c'est pas ça l'enfer? Ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir. Puis ils vont l'avoir, exactement. Exactement. Et ça, c'est tout à fait en ligne avec le problème de la pensée unique chez les femmes qui nous est vendue comme étant la rédemption. Faut que tu penses comme ça, sinon tu n'es pas une vraie. Puis je reviens à une chose, le discours est tellement sclérosé, tellement poigné dans un pain, dans un bloc de béton. Sophie anime une émission formidable à MaTV. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Open Télé. D'ailleurs, je suis sûre que... C'est le jeudi de 8h à 9h. Peut-être que l'Office va venir te voir, hein? Ah oui, c'est vrai, Open Télé. Open Télé. Et jeudi prochain, oui, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais Open, c'est dans le dictionnaire parce que les Open de tennis... Non, mais c'est-tu dans le lexique de l'Office? Ah, je sais pas, on ira voir. Et jeudi prochain, Open Télé, je reçois Lise Ravary, on va parler de religion. Fin de la parenthèse. Tout ça pour vous dire que Sophie a animé une émission. Le sujet, c'était justement, est-ce qu'on doit avoir une loi cadre sur l'avortement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a des gens ici qui l'ont vu, cette émission-là? Si vous ne l'avez pas vue, elle est c'était la première, hein, je pense. Oui, c'était pas connu encore. Elle est sur le web, sur le site de MaTV. C'est vraiment formidable. Allez voir Maître Goldwater, qui est la représentante première du discours féminin victimaire, qui a sauté dans la face de ma petite personne, et de l'abbé Gravel, qui a été d'une violence verbale inouïe, coincé dans ce discours-là. Il n'y en aura pas de débat, puis c'est réglé, puis c'est final, puis c'est toujours, puis c'est comme ça. Puis à peu près 15 fois plus fort que ce que je viens de faire. Ouais. Il faut les séduire, les femmes. Il faut les séduire. Il faut pas séduire niaiseux, là. Hein? T'as donc des belles jambes, ça pognera pas, ça. Mais mon Dieu, que t'as un bel esprit, ça, par exemple. Oh là 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 là. Il faut que la droite trouve un moyen de séduire les femmes, parce que sinon, ça va rester un mouvement de gars. Puis si c'est un mouvement de gars, ça ne va pas aller chercher plus que 17 % dans la population, parce que les gens veulent se retrouver dans quelque chose. Pour que ça soit vital, il faut qu'on s'y trouve. Et présentement, malheureusement, les femmes ne s'y trouvent pas parce qu'elles ont été kidnappées par la gauche. J'ai juré que je dirais jamais gauche en public. Je n'ai pas dit, moi non plus. Je ne l'ai pas dit, mais vous savez de quoi je parle. Brigitte? Moi, j'ai de l'espoir.
Vous connaissez Éric Duhem, sans doute. Il est ici Ben, quelque part. j'espère. Vous l'avez déjà vu? Éric Duhem vient de publier un bouquin que je vous Team recommande Éric. d'ailleurs. Libérez-nous des syndicats. J'ai vu que tu avais une file énorme. Tu dois faire des affaires, toi, aujourd'hui. Hein? Ça marche, ton affaire. Savez-vous, moi, puis d'ailleurs, il me cite, page 24, je célèbre maintenant. Parce que il y a 12 ans, j'ai publié avec Régent Breton un bouquin qui s'appelait Le national-syndicalisme. Moi, j'ai travaillé avec Régent Breton, bon, ça revient à une quinzaine d'années maintenant. Moi, les syndicats, je me bats contre ça au Québec depuis à peu près 20 ans. Puis savez-vous quoi? Il y a 20 ans, personne n'en parlait. Il y a 15 ans, tout le monde me traitait de folle. Il y a 10 ans, on disait, pas sûr, pas sûr. En tout cas, on y pensait, ça a un petit peu de sens ce que tu dis, mais je suis pas sûr, là. Puis maintenant, Éric, il fait de l'argent, là, comme de l'eau. Avant, moi, mon timing était rotten, là, ça se peut pas d'avoir du mauvais timing de même. Parce que moi, ils l'ont pas acheté comme ça, mon livre, hein? En tout cas, good for you. Il y a du progrès qui se fait quand on parle du monopole syndical au Québec. Il y a de plus en plus de gens qui sont contre ça, qui comprennent le problème, qui sont en train de trouver une façon de le confronter. Mm-hmm. Aux États-Unis, on est maintenant rendu, il y a un 25e État, la Pennsylvanie, je vous demande pardon, qui est en train de devenir Right to Work State. Il y en a 24 maintenant, il va en avoir 25 bientôt. Et ça leur donne l'opportunité d'avoir des nouveaux emplois, de la nouvelle croissance, de la nouvelle dynamique. Il y a des gens qui déménagent dans ces États-là. Il y a un dynamisme qui se passe aux États-Unis. Ça s'en vient tranquillement, pas vite au Canada, puis au Canada anglais, puis au Québec. Ça s'en vient tranquillement. Il y a de l'espoir. Il y a 20 ans, j'avais presque pas d'espoir. J'ai pas arrêté, parce que moi, je suis têtue un peu comme ça. Et puis maintenant, ça s'en vient tranquillement, pas vite. J'ai l'impression que si on continue comme ça, à taper sur le clou, les femmes, les politiques de droite, le fait qu'on a du cœur aussi, qu'on s'occupe de la famille, qu'on se préoccupe de la famille, ça, c'est les questions qui préoccupent les femmes. Les enfants, comment on fait pour vous aider, si on peut vous aider, à élever vos enfants? Bon, d'abord, on va commencer par vous laisser plus d'argent dans vos poches. Ouais. OK? Comme ça, vous allez pouvoir payer votre hypothèque, vous allez pouvoir payer des cours aux enfants, vous allez avoir la possibilité de rester à la maison pour une couple d'années, puis vous en occupez de vos enfants. OK? Ça, c'est un discours de droite. Mais pourquoi on ne le sort pas comme ça, le discours de droite? Pourquoi c'est tout le temps à propos, tu sais, les gens qui travaillent fort, puis la femme à la maison, là, moi, j'ai 3 enfants, travaille fort, moi aussi. Je vous demande pardon. C'est pas un job, c'est peut-être pas payé pour le faire, mais c'est un job pareil. Pourquoi on parle pas aux gens en vrai français puis en vrai anglais, des vraies affaires qui les préoccupent, surtout les femmes? C'est ce qu'on peut faire, puis c'est ce qu'on a fait, puis Éric le fait maintenant, puis il a du succès avec son livre, puis tant mieux pour lui. Il y a de l'espoir, mais il faut continuer, il faut juste pas se décourager. Mais je suis très contente que tu parles de l'argent, parce que dans le fond, la droite, c'est beaucoup justement l'argent, puis comment on le gère, puis comment on le distribue. Est-ce que une des raisons pour lesquelles il y a si peu de femmes justement qui, on le dit depuis le début, se prononcent publiquement en faveur de la droite, adhèrent aux idées de la droite, une des raisons pour lesquelles les femmes ont peur de la droite, c'est justement que le discours de la droite, c'est un discours économique et que les femmes, on le sait, même si on n'a pas besoin de François Legault pour nous le dire, ont peur de parler d'argent, elles ont peur de s'attaquer à des questions économiques. Une femme qui parle d'économie, c'est... je veux dire, c'est très suspect parce que... Tu as des Monique Jérôme Forget qui dit il faut défoncer le plancher de verre, le plafond de verre, il faut qu'il y ait plus de femmes sur les conseils d'administration, mais les femmes qui parlent d'argent, c'est encore aujourd'hui encore mal perçu, encore trop peu courant. On n'associe pas les femmes avec l'argent et les femmes, justement, ont peur de ce discours économique-là. Donc, est-ce que c'est pas aussi un des freins à l'adhésion des femmes aux idées de la droite? Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Souvent, on va entendre les femmes dire « Oui, mais dans la vie, il n'y a pas juste l'argent. Il n'y a pas juste l'économie. » C'est vrai que la vie, c'est pas juste l'économie. L'affaire, c'est que l'économie est dans tout. Et ça, il faut le reconnaître. Et le jour où on reconnaît ça, c'est très libérateur. C'est vrai, hein? C'est très libérateur. Les femmes se perçoivent, malheureusement, comme plus pauvres, moins payées, et ont tendance à ne faire confiance qu'à l'État parce qu'elles se sentent flouées par la richesse. La richesse devient quelque chose non seulement d'inatteignable, mais de tellement inatteignable que c'est un ennemi. Alors, quand on parle d'argent devant un auditoire où il y a des femmes qui peut-être pourraient être séduites par des idées plus à droite, il y a une façon, je pense, un peu... Il faut se souvenir que les femmes voient souvent l'argent comme quelque chose de menaçant et non pas comme quelque chose de libérateur, alors que
on le sait, il n'y a pas besoin de penser longtemps pour dire l'argent, c'est, Seigneur, que ça t'achète de la liberté à bien des égards, n'est-ce pas? Aussi, l'anarchie capitaliste utopique, c'est pas un concept gagnant pour les femmes. Ça, c'est pas vendeur, pas vendeur. Et j'aime aussi ce truc qui vient du magazine Forbes, qui est quand même pas exactement... National-socialiste, non? National-socialiste, exactement. Et Forbes disait ceci par rapport à la femme, aux femmes et à la droite. C'est difficile d'être individualiste quand on prend soin de petits êtres humains qui ne peuvent se défendre. Et ça... Il ne faut pas non plus lever le nez là-dessus et dire ce sont des craintes non fondées. Les femmes les hommes aussi s'occupent de leurs enfants. Moi, je pense qu'une des choses les plus extraordinaires aujourd'hui, c'est que je pense qu'une femme peut rester à la maison s'occuper de ses enfants, mais un homme aussi devrait pouvoir le faire. Alors que ça, il y a 50 ans, c'était impensable. Sauf que la responsabilité au départ primaire, la femme, l'enfant, le lien est là. On ne va quand même pas se mettre à réingénierer la société au grand complet. Et on ne peut pas mettre ça de côté quand on regarde le lien difficile que les femmes entretiennent avec la droite qui est perçue comme plus individualiste. En fait, l'objectif final, c'est peut-être de convaincre les femmes qu'on peut prendre soin des autres, ce qui est peut-être dans notre nature, que ça ne nous empêche pas d'être individualiste, parce que si on ne prend pas soin de soi, qui va le faire? Exactement. Peut-être que ça peut même se conclure de cette façon-là. Qu'est-ce que vous en diriez, les filles? Un beau défi pour la droite. Merci beaucoup. Et en fait, c'est terminé sans être terminé parce que, bon, il nous reste un quart d'heure et je voulais absolument qu'on se garde un quart d'heure à la fin pour pouvoir ouvrir les questions dans la salle. Alors, je ne sais pas comment on va fonctionner, peut-être avec un petit micro qui va voyager. Puis, moi, je serais curieuse d'entendre les femmes, justement, qui sont dans la salle et qui, donc, réagissent aux propos de... Ah, il y a Denis qui commence. On le sait bien, maudit. Désolé. Laisse les femmes parler, Denis. Désolé. Vas-y. Mais il est notoire que je suis un féministe. Alors, je vais vous poser... Fais-tu partie de la Fédération des femmes du Québec? Non, je me rase régulièrement. Ah, d'accord. Ça, c'est le clip qui va être au téléjournal ce soir. Qu'est-ce qui s'est dit au RLQ en fin de semaine? Ah, Denis se rase régulièrement. Alors, mesdames, moi, j'aime beaucoup les femmes fortes. Ça fait 31 ans que je vis avec une femme forte. Il y a un prix à payer. On ne gagne jamais une discussion. On s'excuse sans cesse. Mais il y a un fort gain à vivre avec une femme qui est forte et qui n'est pas un sous-tapis. Et je soupçonne un tas d'hommes d'apprécier ça, la vie avec une femme forte. Vous parliez de ce que le féminisme essaie de joindre comme femme. Je vois que ça a pu marcher. Puis vous avez parlé de la crispation d'un message qui est vieillot, qui est vieilli, qui est sclérosé. Je vois que depuis 5-6 ans, la droite, le discours de droite prend justement plus de place au Québec. La gauche se retrouve de plus en plus sur la défensive. Je me dis probablement que ça va être perméable aussi, ce discours-là, chez les jeunes femmes, les jeunes professionnels. Je ne peux pas croire que les jeunes femmes d'aujourd'hui accomplies, qui font des études, qui ont une carrière, je ne peux pas croire que de s'adresser à elles différemment avec un discours qui met moins l'accent sur l'individu que sur la famille, qui est une institution intermédiaire qui fait écran aux empiètements étatiques. Je trouve que ça aurait de l'allure. Mais est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous ne sentez pas que chez les jeunes femmes, il y a quelque chose qui bouge déjà, qui bouge là aussi? Il me semble, moi, qu'on en a plus que dans les premières années. Est-ce que vous sentez ça dans votre environnement, que les jeunes femmes sont vraiment différentes? Lise? Absolument. Récemment, j'ai eu à débattre avec Isabelle Hudon, qui est maintenant présidente de Sun Life, qui a été longtemps présidente de la Chambre de commerce de Montréal et c'est une jeune femme, formidable, jeune. Elle est jeune, voilà. Elle n'est pas encore rendue au stade du vieux crouton, comme certains d'entre eux. Ah! Non, sérieusement, nous débattions, elle et moi, de la question que François Legault avait posée, à savoir est-ce que c'est vrai que les femmes ont peur de parler d'argent? Et peut-être c'était très générationnel. Moi, je disais oui. Puis elle me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Elle disait,
pas les jeunes, ils n'ont pas peur de parler d'argent, puis ils rentrent dans mon bureau, puis ils veulent ça, puis ils exigent, puis j'ai fait, tant mieux, parce que dans mon temps, ça fait pas si longtemps, si c'était pas comme ça, j'ai été boss pendant 20 ans, et j'ai vu, moi, des filles qui avaient de la misère à venir dire leur nom dans mon bureau pour demander de l'argent. Mais moi, je pense que ça change, oui. C'est les plus jeunes sont plus autonomes, sont moins dépendantes, ont réalisé par elles-mêmes, l'expérience leur a montré que c'est par soi-même, au départ, qu'on est capable d'avancer. Moi aussi, je ne suis pas vieille non plus, mais il y en a des plus jeunes. Et puis, oui, j'ai remarqué une différence comme ça. Moi, je me dis, ça, c'est la différence entre le féminisme de première vague, qui était les suffragettes, le féminisme de seconde vague, qui était les Françoise David et compagnie, le corporatisme, puis ce qu'on voit maintenant, les femmes plus jeunes, de troisième vague. Ça, c'est des jeunes qui ont pris sérieusement ce message-là, qu'eux autres, ils se sentent libérés. Ils n'ont pas de complexe. Ils sont femmes, ils savent qu'ils sont différentes, ils savent qu'ils sont aussi bonnes que les hommes, mais différentes. Puis ils s'assument. Et puis, eux autres, oui, ils revendiquent certains droits. Ils n'ont pas froid aux yeux du tout. Et puis, ils vont se marier. Puis ils se marient jeunes à part de ça. Ils se marient, puis ils veulent des enfants. Mais ils veulent aussi leur carrière. Puis ils n'ont pas peur de le demander, puis ils n'ont pas peur de l'exiger. Puis je trouve ça bien. Monsieur? Un barbu de droite. Pardon? Un barbu de droite. Un barbu de droite? Mon Dieu, ça, c'est rare. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on vous aime quand même. Plutôt un mammifère qui s'assume. Mais moi, je suis pas une femme, c'est sûr, mais je m'identifie un peu à votre situation parce que je suis dans le domaine des arts, puis s'affirmer comme quelqu'un de droite ou de centre-droite, c'est pas évident. C'est comme un peu sortir du placard, être dans le placard. Fait que, tu sais, moi, Harper, je trouve pas que c'est le diable, tu sais, puis je suis pro-israélien, mais je suis dans le domaine du cinéma, c'est que j'essaie de pas... Étiez-vous carré vert en plus? Non, moi, c'est la hausse, la gratuité, ça me touche moins, mais c'est des moyens de pression, des moyens de la gauche là, qui m'ont répugné un peu. Mais ça, c'est plus un commentaire. Je m'identifie à votre situation parce que je suis un artiste de droite, puis c'est pas évident. OK. Il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu qui s'affichent publiquement comme ça. On l'a vu, en tout cas, lors du mouvement étudiant, mais dans d'autres situations aussi, un artiste qui est de droite, c'est vraiment très... Je pense pas que ce soit rare. Je pense que c'est rare qu'ils le disent publiquement. Merci. Alors, on vous applaudit, monsieur. Merci. Je veux juste signaler, parce que vous dites que vous êtes dans le domaine du cinéma, je veux juste rappeler, parce que, vous le savez, mon idole, c'est Joanne Marcotte, mais quand Joanne a fait son film, il y a quelques années, il y a eu une critique dans la presse. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une critique. Vous savez, à la fin des critiques, il y a toujours le nombre d'étoiles. Et cette journée-là, non seulement il n'y avait pas d'étoiles, mais il y avait un visage et c'était une baboune. Alors, le critique de cinéma, les idées soulevées par Joanne lui répugnaient tellement qu'il ne s'est même pas donné la peine de donner une note en nombre d'étoiles. C'était juste une baboune. Et je me souviendrai toujours de ça parce que c'était comme si, encore une fois, comme on dit depuis le début, il n'y a pas de place pour le débat. Soit tu es dans une certaine façon de penser, tu suis le banc de poissons, puis si tu remets en question le modèle, comme Joanne l'a fait dans son film, remettre en question le modèle québécois que tout le monde prend pour acquis, que c'est formidable, puis c'est génial, ben tu reçois une baboune. C'est assez exemplaire. Madame? Oui, la question que j'aimerais poser, moi je suis comptable, donc mathématique, et je suis également anglophone. J'aimerais poser la question, est-ce que c'est plus difficile au Québec pour vous, étant donné la situation maintenant, pour une femme de se dire à droite si elle est francophone ou pour une femme de se dire à droite si elle est anglophone? Déjà qu'on se fait taper dessus, est-ce qu'on va dire qu'on est à droite? Je sais pas, c'est une bonne question peut-être pour Brigitte, parce que je regarde par exemple des gens comme Barbara Kay dans le National Post, où enfin il me semble qu'il y a plus d'ouverture aux idées de droite venant des femmes du côté anglophone. Peut-être que je me trompe. Oui, je dirais que c'est plus facile au Canada anglais, dans le monde anglophone, à Montréal ou à Toronto ou à Ottawa, d'être de droite, c'est plus accepté que ça l'est au Québec. Le pire, c'est d'être une francophone qui fait affaire en anglais, qui parle en anglais à la télé. Moi je la ramasse.
Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille la coin dure, puis ça ne nous dérange pas de Ouais. se faire appeler une bitch de temps en temps. Et ça, le bitch, c'est gentil. Oui. Oui, madame. Bitch, c'est une forme de compliment, finalement. Ouais. Bitch avec un T. Monsieur, Merci. Mesdames, premièrement, je dois vous féliciter parce que des femmes à droite comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste un point de vue que je voulais soulever. Mon nom est Jean Landry. Tout à l'heure, vous disiez que les politiciens changeaient après 1 an, 2 ans. Moi, pour avoir été député à Ottawa à la Chambre des communes, je dois vous dire que qu'est-ce qui nous change, c'est la ligne de parti. Parce qu'on part avec des bonnes idées. On veut travailler pour monsieur et madame tout le monde dans notre comté. Mais lorsqu'on arrive à Ottawa, on nous implique des lignes de parti. Et c'est ça qu'il faut suivre. Et puis, aussitôt qu'on dérange ou qu'on déroge, comme moi j'ai dérogé, sur une loi qui devait coûter 2 millions, qui en a coûté plus que 2 milliards, j'ai été le seul gars, le seul député au Québec qui a voté contre cette loi-là, et ça m'a valu la porte. Mais les hommes restent comme ils sont, les femmes aussi, parce qu'il y a des bons hommes, puis il y a des bonnes femmes en politique. Puis j'espère qu'à la droite, qu'il va en avoir qui vont joindre les rangs, les femmes. Puis j'espère aussi qu'il va y avoir cette liberté-là. Quand on travaille dans un comté pour monsieur et madame tout le monde, pour toutes les couches de la société, qu'on ne se voit pas pointer du doigt, comme ça a été dans certains cas où certains députés ou femmes ou hommes. C'est juste pour vous dire, c'était ça que je voulais rectifier, c'est qu'on a des bonnes idées, mais laissez donc ces idées-là aller jusqu'au bout. Merci. c'est un bon témoignage. Merci. Voulais-tu réagir, Brigitte? D'abord, merci. Merci de vous être tenu debout. Bev Desjarlais, aussi du NPD, qui s'est fait montrer la porte pour avoir voté contre le mariage gay en 2005, dans la même catégorie. Oui, absolument. Merci. Monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, moi je suis David Paré, Drummondville. Alors, moi, ma question se situe surtout au niveau quels arguments qu'on peut utiliser pour faire apprivoiser la droite aux femmes. La démystifier, ouais, c'est une bonne question. Lise, je vais te laisser répondre. Ça, c'est un truc, là, que ça reste entre nous autres, OK? Alors, toutes les caméras, là, sérieusement, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée. Pour moi, ça a été un chemin d'arriver. J'ai jamais été... j'ai été leader étudiant dans mon temps, mais on se battait pas pour des questions de frais de scolarité, on se battait pour le français, bon, d'autres, des trucs un peu plus abstraits, quoi. moins l'argent dans nos poches. Mais c'était un chemin pour moi de venir vers une pensée plus autonomiste, si on peut dire, qui est plus basée sur la responsabilité individuelle qu'attendre que l'État nous le fasse pour nous. Et j'ai eu, moi, longtemps cette crainte-là, oui, mais la compassion. Comment la droite peut-elle aider ceux qui n'ont pas la même chance que nous? Parce que des bad luck dans la vie, ça arrive. Les gens pour qui ça va mal, c'est pas juste du monde qui se pogne le beigne. Il y a du monde pour qui il arrive vraiment des trucs difficiles, ça leur prend du temps à se relever. Qu'est-ce que la droite fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle a en tête par rapport à ces gens-là? Et je pense qu'une chose qui va vraiment parler aux femmes, c'est de leur parler à quel point la droite et le communautaire, ça marche main dans la main. Le communautaire, pour moi, c'est l'antithèse de l'État. Le communautaire, c'est la communauté, c'est ce que les anglophones appellent le grassroots. C'est les gens qui, dans leur communauté, entre eux, se prennent en main, sont solidaires. Ce qu'on pense qui appartient à la gauche. Mais au moment où on commence à dire à une femme, écoute, tu sais, le communautaire, là, c'est vraiment un truc qu'on applique, qu'on vit à la droite, parce que on n'a que nous pour s'occuper de nous-mêmes. On n'attend pas que quelqu'un descende du ciel pour venir nous aider. Et ça, je pense que ça peut convaincre des femmes de parler de la force du communautaire. Sauf que le problème, c'est que je me mets dans une mentalité de gauche, là. Le problème, c'est que c'est pas le communautaire qui va payer pour les frais d'hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres qui n'ont pas pu se payer une assurance?
C'est la même. Il y a une anecdote aux États-Unis des gens comme ça. Ça avait affaire avec des fermiers qui avaient eu une sécheresse. Ça, on remonte à une centaine d'années. Une sécheresse épouvantable, qui étaient dans la misère noire, puis ils ne pouvaient pas arriver. Il n'y avait pas d'argent, ils ne pouvaient pas nourrir leurs enfants. La grosse misère. Même si peut-être 150 ans. Il y avait quelqu'un au Congrès américain qui voulait passer un relief bill. Puis là, permettez-moi, ça se peut que mes détails soient un peu flous, mais je pense que c'était 10 millions de dollars pour donner à ces fermiers-là. Puis il y a quelqu'un qui a mis un veto et qui a dit non, on ne passera pas cette loi-là. Au lieu, on va aller demander aux gens de donner de leur poche. Puis si ma mémoire est fidèle, ils ont ramassé à peu près 100 millions au lieu de 10 millions de la poche de gens ordinaires qui voulaient aider. Les gens sont généreux. Comment il s'appelle notre monsieur qui était Alain? Qui était ici? Alain Gaudet. Les gens l'aident. Pourquoi? Parce que les gens sont généreux, parce que les gens veulent l'aider, parce que les gens admirent son courage. Les gens qui ont du cœur, puis ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui a beaucoup d'argent à dépenser. Hein? On est tous un peu serrés. Les gens ont du cœur, puis ils vont dire oh, je vais lui donner au moins 20. Je suis capable de faire ça. Puis ça nous fait sentir mieux. C'est ça, il faut en parler de ça. Ça, la gauche n'a pas le monopole de la compassion. On est capable d'avoir de la compassion, même si on est de droite. Merci. Mais si je peux me permettre, c'est qu'aussi, moi, la façon dont je vois la droite, donc il y a une moins grande intervention de l'État, c'est aussi une meilleure gestion des fonds publics. Meilleure gestion des fonds publics, par exemple, dans le domaine de la santé, ça signifie que l'argent qu'on met dans le système de santé est mieux géré. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a les moyens de se payer des services de santé privés va aller dans le privé, puis ça va laisser plus d'argent dans le public pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. Être de droite puis penser comme ça, c'est pas ne pas avoir de compassion. Au contraire, moi, je veux aider le plus de citoyens possible, mais les aider comme il faut, pas aider des gens qui ont les moyens de s'aider eux-mêmes, aider les gens qui en ont vraiment besoin. Je pense que les deux sont pas antinomiques. Madame, on va être obligé de terminer avec vous, donc monsieur, je suis désolée, on n'aura pas le temps pour votre question, à moins que vous y alliez très rapidement. Donc très rapidement, 2 questions, puis après, ce sera terminé. Bien, moi, c'est pas vraiment une question, c'est un petit peu un commentaire. Puis là, vous venez un petit peu de parler dans le sens de ce que je voulais parler. Je trouve que souvent, le marketing des idées de la droite est très, très, très cérébral. Alors qu'il faudrait faire valoir nos arguments de façon à toucher le cœur des gens. Puis vous parliez de Alain tantôt. T'sais. Bon, mais si j'amène, par exemple, l'idée, mettons, d'un workfare comme il se fait ailleurs au Canada puis aux États-Unis, tu sais, dire, tu es sur l'aide sociale, bien, après 3 mois, il faut que tu fasses du travail communautaire. T'sais. Bon, bien, on le dit de même. Bien, on amène des arguments logiques, bien, on se fait traiter de 5 heures, c'est officiel. Tu sais. Ouais. Mais si on parle d'Alain, qu'Alain, il ne peut pas bouger, qu'il se réveille à 2 heures du matin, qu'il a mal, il n'est pas capable de bouger, bien, il n'a pas les moyens de se payer du temps supplémentaire avec des préposés aux bénéficiaires. Mais pendant ce temps-là, on paye quelqu'un depuis 10 ans sur l'aide sociale qui est parfaitement apte au travail. Et puis en plus, ce qui reste, Alain, à 5 minutes à pied, il y a un quartier de gens qui sont sur l'aide sociale. Tu sais. Qui pourrait aider. Qui pourrait l'aider. Qui pourrait l'aider. Fait que, tu sais, l'aide sociale, là, c'est 125 millions par année. C'est quasiment des poussières dans notre budget, mais c'est la contribution de ces gens-là de laquelle on se prive. On ne peut pas se priver de la contribution de ces gens-là. Puis je pense que si on présente l'argument vraiment à l'échelle humaine comme ça, je pense qu'on pourrait aller toucher beaucoup plus de gens. OK. Bien, merci, c'est un très bon point. Monsieur, on va terminer avec vous. Carole Nadeau, moi j'ai une conjointe que je convainc de travailler sur la droite. Je suis impliqué dans l'équipe autonomiste et tous ceux qui sont ici ils ont des conjointes. Je pense que notre travail commence à la maison beaucoup. Bien répondu. Merci, monsieur. Ben, merci beaucoup. Merci, Brigitte. On va continuer à t'écouter à Sun News. Et puis, Lise, on continue à te lire dans le Journal de Montréal et sur le blog. Et on va t'écouter ce soir à Tout le monde en parle et à Open Télé, à Ma TV, jeudi prochain. Merci beaucoup. Puis merci à Réseau Liberté Québec de nous avoir permis de venir débattre d'idées ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Mes cheveux sont-ils corrects? J'ai pas de rouge à lèvres. Excuse-nous, Martin, c'est des affaires de filles.
Merci. Aucun problème.